Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je vous propose de commencer à l'heure. Donc merci d'être présent et présente à cette conférence. Je sais qu'il est dimanche, c'est l'heure de manger, mais vous êtes néanmoins nombreux et nombreuses et on vous remercie tous et toutes d'être là. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ce zéro artificialisation nette des sols. Sommes-nous vraiment seuls? Avec Maxence Nodin, je te laisse te présenter. Bonjour, Maxence Nodin. Moi, je suis doctorant en aménagement à l'Université de Perpignan en CIFRE avec le Conseil régional d'Occitanie. Et donc, Raphaël Languillon, chercheur au sein du ministère des Affaires étrangères, missionné à Tokyo et chercheur associé à l'Université de Genève. Et donc, derrière cette formulation, ça vous fait peut-être penser à la mission SETI, qui a écouté l'espace pour savoir est-ce que nous sommes vraiment seuls dans l'univers ou est-ce que d'autres civilisations extraterrestres existeraient. Et nous avons mené la mission SETI de la sobriété foncière pour savoir s'il existait des échos faibles du ZAN et de la sobriété foncière en dehors de nos frontières. Et la réponse, contrairement à la mission SETI, est oui, nous avons capté des signaux faibles que nous allons essayer de vous présenter avec deux cas étrangers. Alors, cette recherche s'inscrit dans une double perspective. La première perspective, c'est une note d'auteur que la Fabrique de la Cité nous avait commandée à Maxence et moi et qui est en libre accès. Donc, n'hésitez pas à aller la télécharger. Elle est disponible en français et en anglais sur le site de la Fabrique de la Cité, gratuitement, en libre accès. Et puis, un projet de recherche que nous menons avec des collègues qui est financé par une vingtaine de bailleurs publics, dont l'Union sociale de l'habitat, mais où vous y trouvez également le PUCA, Idéal, la Banque des territoires, le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, et puis d'autres bailleurs qui sont tous publics et qui financent cette recherche sur le logement en choc de densification, c'est-à-dire comment est-ce que, dans une perspective sociale, on peut appréhender les conséquences d'une politique qui a été pensée dans une perspective environnementale et climatique. Alors, je ne reviens pas sur cette note d'auteur. Vous avez aussi un certain nombre de rapports qui sont sur notre site internet et qui sont également en libre accès. Et ce rapport en particulier, ce tour d'horizon des politiques de sobriété foncière en Europe, avait été réalisé par Maxence. Donc, le ZAN, vous savez, ça n'existe pas encore, hein, puisqu'il ne va être mis en place qu'à partir de 2031 à l'horizon 2050. Ce que l'on vit actuellement, c'est une sobriété foncière en perspective ZAN qui a été mise en place par la loi Climat et Résilience de 2021 et qui, pour l'instant, vise une réduction de 50% des rythmes d'artificialisation sur la décennie actuelle par rapport au rythme observé et mesuré la décennie précédente. Et le ZAN, ce sera pour un peu après. Néanmoins, cette sobriété foncière nous a posé question. On a essayé, alors ce schéma est absolument illisible, mais c'est pour vous montrer de façon un petit peu arrogante, regardez tout ce qu'on a regardé, tout ce qu'on a fait. Sur les législations européennes, Suisse, Royaume-Uni, UE, Allemagne, Italie, France, Pays-Bas, Belgique, on peut rajouter évidemment le Japon, dont on va vous présenter aujourd'hui des résultats. Et puis quand on zoome sur le cas français, on voit que cette attention à la sobriété foncière, finalement, si elle se pose en des termes nouveaux, avec Lausanne, et dans une perspective climatique qui est nouvelle, elle est néanmoins déjà largement traitée dans d'autres lois d'aménagement du territoire. La loi d'orientation foncière de 67 déjà s'inscrivait dans une certaine tentative de contrôler l'artificialisation des sols, avec en particulier la limitation d'un étalement urbain lié à la généralisation de la voiture et du pavillon à cette époque-là. On peut également citer la loi SRU en 2000, qui aussi posait les PLU, les SCOT, qui avaient pour mission de contrôler l'artificialisation des sols. Et la question est de savoir, est-ce qu'on trouve cette attention à la sobriété foncière ailleurs, Lausanne éventuellement également ailleurs, et on vous propose aujourd'hui de réfléchir à deux pays, l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni, avec la présentation de Maxence, et puis le Japon avec ma présentation. Merci Raphaël. Alors justement, l'Angleterre et pas le Royaume-Uni parce que je n'y connais rien au Pays de Galles, à l'Écosse et à l'Irlande du Nord. Donc on va vraiment parler de l'Angleterre, qui est souvent considéré comme un pays pionnier en matière de sobriété foncière. Alors c'est pas strictement étonnant, ne serait-ce que parce que c'est le pays pionnier de la révolution industrielle et donc de la première grande vague d'urbanisation. On voit sur le graphe qui est à droite
qu'à la fin du XVIIIe siècle, il y a une urbanisation qui commence et qui démarre assez vite, en fait, avec une pente assez vertigineuse en Angleterre, et que dès 1851, en fait, plus de la moitié de la population anglaise est considérée comme urbaine. Alors 1851, c'est tôt. Pour vous donner une comparaison, en France, on considère que les courbes se sont croisées entre population urbaine et rurale dans l'entre-deux-guerres, près de 80 ans plus tard. Donc, de ce point de vue-là, on peut considérer que l'Angleterre a un temps d'avance, c'est un pays d'urbanisation précoce, et donc c'est un pays qui a fait face en premier aux conséquences de l'urbanisation. Et cette grande transformation qu'a été l'industrialisation et l'urbanisation, ça a donné lieu à une dualité culturelle, ça c'est la slide juste après, qui est hyper importante en Angleterre, qui s'est vraiment matérialisée très durablement dans l'esprit des élites anglaises. Et cette dualité, elle est simple, c'est la ville industrielle, c'est le lieu de la maladie et de l'immoralité, hein, des mauvaises mœurs, tandis que la campagne, c'est le lieu de la vie pure et bonne. Et en fait, cet effet de dualité, c'est un miroir déformant, bien sûr, parce que la ville industrielle est considérée comme aussi cauchemardesque que on a la nostalgie d'une campagne qui est en train de disparaître. Et donc, c'est un mélange de nostalgie, d'hygiénisme et de morale qui est assez bien réparti à la fois chez les conservateurs chrétiens, mais aussi chez les réformateurs sociaux. Et pour vous donner un exemple du poids que ça a dans la culture anglaise, je vous ai mis ici quelques œuvres. Alors d'abord dans le courant romantique, en particulier dans la peinture. Donc là c'est un tableau de John Constable. Vous avez aussi l'image de la vie industrielle chez Dickens. Donc là c'est une gravure de Gustave Doré. Et même des auteurs plus contemporains comme Tolkien, l'auteur du Seigneur des Anneaux. Bon, vous voyez, le pays des hobbits, en fait, la comté, c'est l'image idéalisée de la campagne de son enfance qui était en train de disparaître dans le coin de Birmingham. Et donc, au début du XXe siècle, en Angleterre, il y a différents courants de pensée, plus ou moins misanthropes, plus ou moins humanistes, qui tournent autour de ces questions-là. Il faut préserver la campagne de l'extension des villes, et en même temps, pour fournir aux hommes une vie bonne, il faut leur donner accès à un cadre de vie qui le permette, et notamment l'accès à une nature récréative et ressourçante. Et c'est à ce moment-là qu'on a un mouvement qui émerge, qui est très célèbre, qui est le mouvement des cités-jardins. Donc, c'est la slide juste après. En 1898, Ebenezer Howard publie un livre qui s'appelle Tomorrow, A Peaceful Path to Real Reform. Et donc, il y a vraiment une ambition de réforme sociale. Ce n'est pas juste un modèle d'aménagement du territoire, c'est aussi un modèle social et politique. Et dans ce livre, Howard, il dépeint sa vision d'un réseau de villes de taille, disons, raisonnable, reliées les unes aux autres par des chemins de fer. Toutes ces villes en fait seraient entourées de ceintures agricoles qui permettraient de nourrir le corps et l'esprit des habitants de ces cités-jardins. Et fait très important, il y avait un modèle coopératif avec une municipalisation du foncier pour éviter la spéculation foncière. Ce mouvement a donné lieu à deux expérimentations très concrètes dans la périphérie de Londres. Donc, il y a eu deux cités-jardins qui sont sortis de terre au début du XXe siècle, mais le mouvement s'est essoufflé, en particulier devant une difficulté à trouver des financements, puisque la puissance publique ne l'a pas suivi, et il y a une forte contradiction entre aller chercher des investisseurs privés et maintenir le modèle non spéculatif, ce qui a fait que le modèle des cités-jardins n'est pas allé beaucoup plus loin en Angleterre, mais certains principes sont restés à la postérité. Et là, si on avance de quelques années, on se retrouve en 1947, donc à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, où le pays a été bombardé, les efforts de reconstruction sont énormes, tout l'aménagement du territoire est à faire. Et là, l'Angleterre décide de mettre en place une législation très contraignante, s'appelle le Town and Country Act, donc qui vise à séparer town and country, la ville et la campagne, avec une règle assez simple qui est l'interdiction de toute urbanisation qui ne serait pas en contiguïté de l'existant. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'endiguement urbain. Et cet endiguement urbain, il s'appuie entre autres sur des outils comme les ceintures vertes. Donc on retrouve l'idée de Howard, mais maintenant elle est mise dans la législation nationale. Donc les communes peuvent désigner des espaces, des ceintures vertes, où il est interdit de construire. Et puis d'autres outils comme les villes nouvelles, les new towns. Alors ce modèle de l'endiguement urbain, c'est en fait un échec sous plusieurs aspects. Alors au-delà
de l'échec des utopies sociales que j'ai évoquées, l'endiguement urbain, il a été en quelque sorte débordé par la périurbanisation. Les Anglais parlent plutôt de counter-urbanisation, mais je ne rentrerai pas dans les détails. Et cette périurbanisation, elle a été notamment permise par le développement de l'automobile, ce qui fait que il y a eu quelques effets pervers, notamment les green belts. Elles ont eu l'effet paradoxal. Donc les green belts, les ceintures vertes, ont eu l'effet paradoxal de rendre très attractifs les abords de ces green belts, puisque c'était des cadres préservés. Donc pour ceux qui avaient les moyens de se l'offrir, la campagne anglaise protégée est devenue une sorte de produit de luxe. On avance encore de quelques dizaines d'années, et là on se retrouve dans les années 90 où un nouveau paradigme émerge en Angleterre, celui de la compacité urbaine, urban compacity. On change de philosophie. Désormais, on considère que pour préserver la campagne, il faut rendre la ville dense désirable. Donc c'est l'émergence d'un mouvement qui a fait date et qui est encore assez courant, même chez nous en France aujourd'hui, où on va essayer de développer des villes plus compactes, plus qualitatives, pour que les habitants aient moins envie de partir loin dans la campagne. Et ça passe par une règle de sobriété foncière qui est assez forte, où 60% des logements doivent être produits sur des terrains déjà artificialisés. Donc vous voyez l'ambition de cette loi. Et en parallèle, pour la production de logements, il faut une densité minimale de 30 logements par hectare, ce qui est assez important quand on sait qu'un lotissement pavillonnaire, c'est plutôt de l'ordre de 5 logements par hectare dans la forme française. Alors, cette règle de l'urban compacity, elle a été défaite en 2012, notamment suite à beaucoup de lobbying et à un constat d'une crise du logement pérenne en Angleterre. Donc désormais, cette règle des 60% sur des terrains déjà urbanisés, ça n'existe plus. Mais il reste encore les ceintures vertes comme outil de préservation des espaces naturels. Et cette green belt, on peut passer aux slides suivantes, je pense, peut-être pas celle-là, celle d'après. Cette green belt, elle est aujourd'hui remise en question, soumise à de nombreuses pressions, et ça nous oblige à nous poser la question des défis contemporains qui se posent à l'Angleterre du point de vue de la sobriété foncière. Alors, pour vous résumer un peu la situation rapidement, en Angleterre, il y a toujours un consensus assez fort entre les acteurs publics et les acteurs privés sur le fait de ne pas faire d'étalement urbain. Voilà, culturellement, ça reste très fort. Mais en même temps, la puissance publique s'est complètement désengagée de la production immobilière, notamment de la production de logements abordables, et elle est plutôt dans un rôle de soutien et d'accompagnement aux initiatives privées. Et ça a plusieurs conséquences socio-spatiales qu'on peut explorer à partir de la ceinture verte. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation où, à l'intérieur des ceintures vertes, donc dans les centres urbains denses et, disons, dynamiques, il y a une très forte pression foncière qui se maintient. Et dans ce cadre-là, il y a des études qui montrent que les phénomènes de densification passent notamment par ce qu'on appelle la densification douce. Donc, c'est la division des parcelles. Quelqu'un soit possède une parcelle, soit l'achète, la coupe en plusieurs petits bouts pour faire des maisons. Bon. Et cette modalité de production de logement, en fait, elle est assez sélective spatialement. Une étude de 2018 par des chercheurs anglais et belges, qui a montré que dans les quartiers les plus aisés, les populations, elles avaient un très fort pouvoir de blocage. Elles arrivaient bien à empêcher ces projets de densification douce de se faire. Et donc, on a en fait des quartiers qui gardent des valeurs foncières immobilières très élevées avec des grands jardins, des beaux espaces verts, et des quartiers plus populaires où s'effectue le gros de la densification douce. Voilà, ils sont voués à accueillir toujours plus de population, mais sans nécessairement avoir des plans d'investissement dans les services publics ou ce genre de choses. Voilà, ça, c'est une problématique à l'intérieur de la Green Belt. Deuxième problématique, à l'extérieur de la Green Belt, ce que je vous ai dit sur la counter-urbanisation, en fait, c'est toujours vrai. Il y a des marchés de report au-delà de la Green Belt, c'est-à-dire que les gens vont s'installer non pas dans la ceinture verte où il est interdit de construire, mais juste derrière, ce qui a notamment pour conséquence l'augmentation des trajets quotidiens. Et puis,
bien loin au-delà de ces ceintures vertes, dans la ruralité et la campagne anglaise, il y a le spectre d'une crise du logement nourrie par la gentrification qui perdure. Et c'est une crise du logement qui est relativement invisible, mais où les valeurs foncières immobilières ont explosé sur les dernières décennies et où il y a eu très très peu de logements abordables, puisque ce que je vous ai dit, c'est que la puissance publique en fait n'organisait plus la production de logements abordables. Donc voilà une situation assez contrastée qui doit nous mettre la puce à l'oreille. Alors, pour ce qui est du cas du Japon, je vous ai remis rapidement sur la carte, même si je ne voudrais pas vous faire offense, je sais que vous savez tous où se trouve le Japon, mais pour vous dire qu'en termes de superficie, le Japon fait les 2 tiers de la France, donc c'est un pays qui est plus petit, et puis c'est un pays insulaire, c'est un pays très montagneux dans lequel, effectivement, la place disponible est finalement beaucoup plus restreinte qu'un pays comme la France, où on a quand même beaucoup plus de plaines et de vallées. Néanmoins, alors 2 choses sur la situation de la sobriété foncière et du Japon. D'une part, il y a un certain nombre de mythes qui circulent sur le manque de place au Japon, mais on va y revenir. Et d'autre part, quand on interroge les Japonais sur mais comment est-ce que vous appréhendez la sobriété foncière et le ZAN français, ils disent 2 choses. La première chose, c'est que la sobriété foncière, c'est une politique de puissance agricole et qu'un pays comme l'Allemagne, qui est une puissance industrielle, ne l'aurait pas pensé comme ça. En gros, ce ZAN, cette sobriété foncière, c'est pour protéger les terres agricoles d'abord, d'après leur point de vue. Et donc, du coup, c'est une politique de puissance agricole. Et puis, le vocabulaire de cette sobriété foncière, quand on essaye de le traduire en japonais, mais quand on essaye de le traduire en anglais aussi, eh bien, on tique sur le terme sobriété, qui est un terme d'addiction. C'est un vocabulaire de buveur de vin, si vous voulez, qui essaye de limiter un petit peu la consommation. Bon. Donc on est sur effectivement une approche addictive dans la consommation du foncier qu'il faudrait effectivement traiter de façon quasi médicamenteuse ou en tout cas médicale. Bon. Et donc on est sur cette approche-là qui ne correspond pas du tout à l'approche japonaise de la protection des espaces naturels et agricoles. Néanmoins, ça ne veut pas dire que le Japon n'a pas une attention particulière à la protection de son sol, bien au contraire. Alors, pour faire la transition avec la présentation de Maxence, on a au Japon eu des tentatives et de ceinture verte et de cité-jardin, alors qui ont rapidement tourné court. Mais néanmoins, ici, dans les années 30, vous voyez que, alors, vous devinez Tokyo quelque part, ce sont des vieilles cartes, hein, donc difficiles à lire, mais vous voyez qu'autour, on a une sorte de ruban noir qui est en fait la ceinture verte qui initialement était prévue pour entourer Tokyo et éviter son étalement urbain et grignoter les terres agricoles, les terres rizicoles et maraîchères autour de Tokyo, qui a été aménagé sur le modèle de la ceinture verte du Grand Londres et qui rapidement a été grignoté par l'urbanisation, on y reviendra, et qui à présent n'existe quasiment plus. Et puis on a eu, alors avec la lumière un peu forte, on ne voit pas très bien, mais des initiatives de cité-jardin, ici c'est Denen-Shofu, qui est dans l'ouest de Tokyo, qui a été aménagé justement dans la ceinture verte pour des classes moyenne supérieure qui avait les moyens. Alors vous voyez qu'on avait une gare, enfin on a toujours une gare, une ligne ferroviaire, et puis dans la partie gauche, vous voyez ces rues en arc de cercle comme ça, et puis on les devine peut-être, les radiales, comme ça, d'accord, qui découpaient en fait du parcelle qui était finalement de bonne taille avec un pavillon au milieu, donc c'était une véritable cité-jardin, et puis avec les héritages, les taxes sur les héritages, les héritiers, ils les ont vendus, ou alors ils ont coupé les parcelles en deux, c'est ce qu'on appelle effectivement, comme tu as dit, la densification douce, qui a supprimé progressivement le jardin, qui n'a laissé que la cité, et à présent cette cité-jardin est extrêmement densément bâtie de pavillons, rattrapés ensuite par tout le reste de l'urbanisation, et vous voyez que ici, il ne reste absolument plus rien de cette ceinture verte qui a été complètement artificialisée et urbanisée avec la pression foncière adossée en plus avec l'arrivée du train. Ça donne des densités d'aménagement très fortes. Alors, de façon, on va dire, un peu plus contemporaine, le Japon, pour essayer d'éviter de trop perdre en terres agricoles, alors terres forestières un peu moins, donc plus que les forêts, c'était surtout au niveau des montagnes. D'ailleurs, la définition japonaise de la montagne au niveau statistique, c'est un espace forestier qui n'est pas du coup forcément très pentu, mais surtout du coup pour protéger les espaces agricoles et rizicoles, le Japon a mis en place rapidement une politique de contrôle de l'étalement urbain et de l'urbanisation qui avait, en plus de la fonction de protéger les terres agricoles, la fonction de protéger les seuils de rentabilité de l'urbanisation.
Parce que vous savez que le Japon, contrairement à l'Amérique du Nord qui est adossée sur la voiture, la mobilité automobile, le Japon était essentiellement adossé sur de la mobilité ferroviaire. Et une grande partie des espaces périurbains l'ont été sur la base de l'aménagement de lignes ferroviaires de banlieue. Or, lorsque vous êtes sur de l'aménagement ferroviaire périurbain, vous devez avoir des seuils de densité qui rend viable économiquement la desserte ferroviaire. Et donc, vous avez des densités suburbaines plus importantes au Japon que dans les suburbs américaines, qui sont, elles, adossées à la voiture, qui peuvent rendre rentable, économiquement rentable et viable des espaces périurbains très peu denses. Bon. Et donc, cette politique d'éviter l'étalement urbain trop important, trop diffus, et de concentrer autour de noyaux périurbains en continuité d'urbanisation le peuplement et l'aménagement, c'était certes une volonté de protéger les terres agricoles et rizicoles, mais aussi de rendre viable, de protéger les seuils de rentabilité de la desserte ferroviaire périurbaine. Bon. Donc vous avez ces deux enjeux qui se conjuguent, qui fait qu'effectivement, les espaces périurbains japonais sont beaucoup plus denses que ce que l'on peut trouver en Amérique du Nord. Un autre élément qu'il faut garder en tête lorsqu'on pense la sobriété foncière au Japon, c'est que contrairement à ce que l'on pense, le mythe de la rareté foncière est géographiquement extrêmement réduit. En gros, c'est quelques grands centres urbains, mais tout le reste du territoire, plus de 50%, est en surdepeuplement. Ça veut dire qu'il perd plus de 10% de population tous les 10 ans. Et tout ce que vous avez en bleu ici, c'est du territoire qui est en surdepeuplement. Actuellement, le Japon perd un peu moins d'1 million d'habitants par an. C'est quasiment l'équivalent du Grand Toulouse ou du Grand Bordeaux. Ça veut dire que tous les ans, vous avez l'équivalent du Grand Toulouse qui disparaît de la carte. Donc ça libère du foncier. Le problème, c'est que ça ne libère pas du foncier en continu. Ça libère du foncier très dispersé. Et la question est de savoir comment est-ce que l'on maintient des seuils de densité qui rendent viables économiquement les services, les dessertes ferroviaires, l'aménagement du territoire par la puissance publique, etc., dans un contexte où on a une disparition diffuse des habitants et donc du coup des besoins en foncier artificialisés adossés à cette perte à ces habitants. Donc ça donne effectivement des situations assez difficiles d'un point de vue de l'aménagement dans les espaces ruraux et périurbains, mais vous avez aussi dans les espaces très urbanisés cette dynamique d'involution urbaine qui commence à se voir. Et là, vous avez, là sur la photographie, c'est le nord-est de Tokyo, dans une ville qui s'appelle Kashiwanoha, qui est pas loin du technopole de Tsukuba, pour ceux qui voient, celles et ceux qui voient un peu la géographie, où vous avez de grandes friches. Alors, j'ai un peu envie de dire, c'est aussi les grandes friches de la Smart City qui a un peu vécu au niveau des modèles d'aménagement. Et puis ici, alors je me décale pour... ici, vous avez l'exemple d'une maison vide et vous en avez des millions au Japon et une grande partie de ces maisons vides se trouve dans des espaces urbains ou périurbains qui posent la question de savoir alors, à qui incombe la destruction, à qui incombe la mise en sécurité des alentours. Tout ça, c'est des nids à termites, c'est des nids à rats, c'est aussi, bon, ça pose des problèmes d'écroulement, etc. Bon. La question est donc de savoir comment penser la sobriété foncière dans un pays qui perd des habitants et dans un pays où la demande en foncier excessive dans très peu d'espace est contrebalancée par une perte de foncier et de besoins en foncier dans la très grande majorité du territoire. Initialement, en haut à gauche, c'était la situation initiale de l'urbanisation, adossée sur du ferroviaire, c'est-à-dire des espaces centrales urbains très denses, et puis des petites centralités périphériques, elles aussi très denses, et puis entre deux, très peu d'étalement urbain. Rapidement, la situation de l'étalement urbain a quand même rattrapé ce schéma initial, d'accord. D'autant plus que le Japon est aussi quand même un grand pays de la voiture. Hein, numéro 1 des constructeurs mondiaux, c'est quand même Toyota, vous le rappeler, d'accord. Et dans ce contexte-là, avec la perte de population, ce qui se passe, c'est que on a une disparition
progressive des habitants, donc du coup une perte de densité généralisée, que ce soit dans les centres urbains et dans les périphéries, qui pose problème au niveau de l'aménagement et des seuils de rentabilité des services, de la desserte, etc. Et donc, le Japon essaye de revenir à cette situation-là avec les politiques publiques. C'est-à-dire on redensifie le peuplement dans un contexte de dépeuplement, ce qui donne lieu en fait à un redéveloppement du pays en point chaud de redensification et en point froid d'abandon volontaire d'espace. La question est de savoir comment est-ce que politiquement vous faites accepter à des gens que leur espace est abandonné. Et ça, c'est véritablement un problème. Et donc, du coup, ça pose deux problèmes. Un, qu'est-ce qu'on fait du trop-plein foncier dans les espaces volontairement abandonnés par les politiques publiques? Et deux, comment est-ce qu'on répond à la tension artificielle sur le foncier liée aux politiques de redensification des centralités? Donc, en fait, on est dans une situation où on a beaucoup trop de foncier en général, mais où on en manque énormément dans très peu d'espace, ce qui génère ce mythe du manque d'absence du foncier. Alors, j'ai pris l'exemple de Tokyo. En 2002, le gouvernement japonais a mis en place une politique qui s'appelle la politique de renaissance urbaine. Bon, maintenant, vous comprenez le sens de cette politique. Bon, il y a d'autres facteurs, mais globalement, vous comprenez le sens, qui correspond à un zonage spécial. Alors, les marxistes, un petit peu sous influence de David Harvey, vous direz c'est un exemple typique de spatial fixe. Bon. J'entre pas dans le détail. Ce que l'on peut néanmoins remarquer, c'est que ce zonage spécial, il va flécher des investissements en termes d'aménagement, en termes d'infrastructure et surtout en termes d'immobilier, qui sont suivis du coup par des mouvements de population, de retour au centre des populations, c'est la politique de redensification, et de retour au centre des emplois. C'est aussi une façon de coupler la géographie économique de l'emploi avec la géographie économique du résidentiel. Si bien que quand vous regardez le centre de Tokyo dans les années 70, gare centrale de Tokyo, palais impérial, le business district de Marunouchi, plutôt faible, enfin, c'est dense, hein, mais c'est pas très verticalisé. D'accord. 2010, on est sur une verticalisation intense. Ça, ce n'est rendu possible que parce que vous avez cette politique publique de renaissance urbaine qui flèche les investissements par des incitations fiscales, par des assouplissements d'aménagement, enfin tout ce que vous voulez. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ça, dans un pays qui perd des habitants, dans un pays qui perd des emplois, dans un pays qui stagne au niveau de la croissance économique, c'est tirer la couverture. Voyez, en verticalisant le tissu, vous imaginez bien qu'à couverture égale, voire à couverture plus courte, puisque le pays est en dépeuplement, ça suppose une disparition de population, une disparition de richesse, une disparition d'investissement dans un nombre extrêmement vaste d'autres territoires que vous ne voyez pas ici sur la photographie, mais que vous devinez dans le reste du pays. D'où la sobriété foncière. Là, c'est sobre en foncier, mais derrière, ça suppose de la destruction de territoire. Voilà pour le cas japonais. Merci, on est dans les clous du point de vue du timing, puisqu'il n'est pas encore midi et demi, et nous approchons de notre conclusion, donc nous aurons beaucoup de temps pour les échanges, questions. C'est une bonne nouvelle. Alors, à la question, sommes-nous vraiment les seuls? Bon, je ne vais pas épiloguer, hein, la réponse est manifestement non, mais il y a quelques points à tirer de cet exercice de comparaison internationale et de prise de recul. Peut-être le premier point, c'est que derrière la sobriété foncière, il y a une question très ancienne qui est de faire la séparation entre ce qui est la ville et ce qui ne l'est pas, c'est-à-dire la campagne, entre ce qui est naturel et ce qui est artificiel. Et c'est une question qui remonte très très loin. Déjà chez les Grecs anciens, il y avait deux termes pour parler de la nature, ékoumer la nature habiter et érémer la nature sans les hommes. Donc c'est bien que cette question de quelle est notre place dans la nature et quelle est la place de la ville par rapport à la nature, voilà, on n'a pas fini de la tourner dans tous les sens. Mais peut-être, de manière plus contemporaine, on voit que les régimes d'aménagement, ils se constituent dans le temps long, voire le temps très long. Et nous, nos modèles d'aménagement occidentaux, les modèles d'aménagement des pays développés, ils sont très largement hérités de choix effectués à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Et selon voilà, les pays, les configurations géographiques, les cultures, les histoires de l'urbanisation, il y a eu des réponses nationales spécifiques qui ont été apportées à
à ces questions de séparation entre ville et nature. Vous voyez qu'en Angleterre, c'est cette image idéalisée de la campagne qui a été très forte. Au Japon, le mythe du manque de place qui a justifié une forme d'intensification foncière. On pourrait citer d'autres pays comme la Suisse, où là, c'est beaucoup plus l'attachement au paysage naturel et à la terre agricole qui a dicté en fait, le rythme des politiques de sobriété foncière. Ces modèles d'aménagement nationaux, ils ont ensuite, de manière assez universelle, été frappés par la crise du modèle fordiste dans les années 1970. Alors on n'est pas rentré dans les détails, mais tous ont été poussés à promouvoir des réformes du système de l'aménagement, et c'est notamment dans ce contexte-là qu'on a eu l'émergence du paradigme de la ville compacte. Je l'ai cité pour le cas anglais, mais en fait, il est assez universel dans les pays développés. D'abord, pour des raisons de réduction de la dépendance à l'automobile, puisque les années 70 et la crise du modèle fordiste, c'est avant tout les chocs pétroliers, et le constat que étaler toujours plus les tissus urbains, ça n'allait pas nous mener forcément dans des directions très souhaitables. Mais ce qui est très important, c'est que l'émergence de ce nouveau paradigme de la ville compacte, il n'a pas empêché la périurbanisation de se poursuivre, puisque en France, les décennies où on a consommé le plus d'hectares, en fait, c'était à partir des années 70, paradoxalement. Bon, aujourd'hui, cette question de la ville compacte, elle est réactivée, réactualisée par les questions environnementales, donc climatiques, biodiversité en particulier. Et c'est un nouveau moment de convergence finalement pour les systèmes de l'aménagement nationaux qui sont confrontés à des questions dans des termes de plus en plus similaires. Maintenant, on peut se poser la question de quels enseignements tirer de tout ça pour fabriquer une sobriété foncière à la française. Alors, Raphaël le rappelait en introduction, l'objectif zéro artificialisation nette chez nous, il est avant tout associé à ces inquiétudes environnementales, donc c'est une traduction des inquiétudes environnementales, mais couplé à une forme de culpabilité rétroactive de ne pas avoir su empêcher l'étalement urbain. Donc aujourd'hui, on a un nouveau récit dominant pour notre système de l'aménagement qui est il faut avant tout préserver les sols pour tous les services qu'ils peuvent nous rendre et pour toute leur qualité écologique. Or, un point d'achoppement de cette politique de préservation des sols, c'est potentiellement le foncier. Le foncier qui est, vous le savez très probablement, la combinaison d'un droit de propriété et de réglementation d'usage, ce qui fait que le foncier, c'est avant tout une réalité politique et culturelle, et que notre manière d'envisager le foncier et les droits qui y sont associés vont conditionner aussi les modalités et les formes de l'aménagement et de la production de logements qu'on va envisager. Est-ce qu'on peut changer un régime d'aménagement sans changer le régime de propriété foncière? C'est une question peut-être un peu provoque, mais on a vu que dans la seconde moitié du XXe siècle, l'aménagement du territoire, ça a été une forme de manifestation d'une forme de contrat social. Donc, il y a Raphaël qui a publié un article très récemment sur le sujet qui est génial, que je vous recommande, où l'étalement urbain ou l'aménagement extensif a été aussi le moyen d'une distribution assez large de la propriété foncière dans la population, en permettant aux classes populaires et classes moyennes de devenir cette classe moyenne émergente en devenant propriétaires de leur logement. Bon. Si on restreint l'accès au foncier d'une manière ou d'une autre et qu'on ne change ni le régime de propriété ni le mode de production du logement, on peut voir des effets indésirables. Et je pense que l'exemple de l'Angleterre nous montre que ça peut être des effets de débordement, par exemple, où on va au-delà, voilà, la demande de logement va au-delà des zones de restriction, avec ces effets de marché de report, d'augmentation des distances pour les mobilités quotidiennes, etc. Mais l'exemple japonais peut aussi nous montrer que ça peut conduire à des phénomènes d'hyperpolarisation avec des points très très chauds où se concentrent en fait les valeurs foncières immobilières et des points froids où ça ne vaut plus rien. En mot de conclusion et pour amorcer un peu la discussion entre nous, pense que la comparaison internationale, c'est un exercice qui est utile pour la mise en perspective. Là, les débats sur le ZAN en France, ils sont assez chargés pour plusieurs raisons.
mais on nous présente une contradiction apparente dans les termes entre deux objectifs de politique publique qui ont tous les deux leur légitimité. D'un côté, préserver la nature, et de l'autre, fournir un accès au logement pour tous. Bon, est-ce que cette contradiction, en fait, ne serait pas qu'apparente, ou plutôt, comme notre modèle de l'aménagement est poussé dans ses retranchements, est-ce que ce ne serait pas en fait l'occasion de revoir comment fonctionne notre modèle de l'aménagement? Est-ce que ce ne serait pas l'occasion de renverser un peu la question et de faire du ZAN un changement de paradigme pour une transition du régime foncier qui soit à la fois écologique et socialement juste? Voilà pour la conclusion. Des questions, on a 25 minutes. On en prend plusieurs. On peut prendre 3 questions d'un coup et puis si jamais il y a suffisamment de questions. Alors, est-ce qu'il y a des micros qui circulent dans la salle? Bonjour, je voudrais avoir une précision sur les 2 exemples japonais et anglais, de la place de la gouvernance locale dans soit l'élaboration carrément des documents d'urbanisme, soit des politiques foncières qui peuvent être menées, parce qu'on sait que si on veut benchmarker avec d'autres pays, il faut aussi intégrer la spécificité française d'une atomisation de la gouvernance, blablabla. Voilà, c'est juste pour qu'on puisse avoir des comparaisons sur des fondements à peu près. Oui. On peut prendre d'autres questions et puis. Oui, bonjour. J'ai une question un peu à tiroir concernant l'exemple japonais. C'est-à-dire que est-ce que les politiques que vous avez montrées donc de densification du centre des grandes métropoles engendrent vraiment l'abandon des zones qui sont moins densément peuplées? Est-ce que cet abandon il se fait de lui-même, ou est-ce qu'il est organisé? Parce que par exemple en France, on a des régions qui perdent des habitants et qui produisent encore beaucoup de logements, alors qu'il y a beaucoup de logements qui disparaissent. Et donc du coup finalement, par exemple en France, on continue de construire des logements là où on perd des habitants, et puis du coup il y a des zones qui continuent de gagner des habitants, on doit aussi densifier. Donc finalement en fait on continue de construire partout, même là où on perd des habitants. Donc du coup est-ce que vraiment finalement le Japon abandonne des parties de son territoire, sachant que les habitants sont, j'imagine, aussi libres de vouloir ou non partir, et que peut-être que des endroits moins peuplés c'est désiré aussi? On avait aussi bon. On prendra un deuxième round de questions ici à gauche. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Moi, j'avais une question de compréhension plus pour l'exemple en Angleterre, parce que vous avez parlé d'un consensus entre politique publique et promoteurs pour limiter l'étalement urbain. Et moi, je me posais la question un peu de la rentabilité pour les promoteurs de ce mode-là de faire, puisque dans un échange qu'on a eu hier, on disait justement que les promoteurs en France devaient se réadapter face aux ZAN, puisque le modèle le plus rentable pour eux, c'était le modèle de la maison individuelle pavillonnaire. On va répondre à ces 3 questions-là d'abord, et puis après on fera passer le micro ici à gauche. Donc oui, pour le rôle des collectivités locales ou territoriales, alors je te laisserai répondre pour l'Angleterre. Pour le Japon, en fait, les municipalités sont beaucoup plus vastes au Japon qu'en France, et sont beaucoup moins nombreuses. Donc il n'y a pas d'intercommunalité. Donc ça veut dire que c'est au niveau municipal que l'équivalent d'un plan d'occupation des sols, si on reprend l'ancienne version française avant les PLU, est décidé. Alors ça peut se faire sous le contrôle de ce qu'on appelle le département, qu'on traduit souvent à tort comme étant préfecture, mais le département, il n'est pas nommé par le gouvernement central, donc c'est vraiment un département. Mais c'est effectivement chaque municipalité qui est libre, dans le cadre de la loi, d'organiser, mais c'est quand même une nécessité, l'équivalent d'un POS, où chaque parcelle a des droits affectés, et la plupart du temps, on distingue deux situations: les espaces déjà bâtis, les espaces à bâtir, qui sont un pôle qui s'appelle les espaces d'urbanisation, et puis les espaces
non urbanisés et non urbanisables qui sont en fait à l'extérieur de cette catégorie-là, pour parler des deux grosses macro-catégories. Et puis après, il faut peut-être plusieurs semaines pour expliquer comment est-ce qu'ils divisent tout ça, parce que c'est hyper compliqué. Merci beaucoup. Alors pour les modalités de planification et d'urbanisme réglementaire en Angleterre, je ne suis pas un spécialiste, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a effectivement très peu de collectivités locales. Ils n'ont pas 30 000 communes comme chez nous. C'est des macro-communes de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'habitants, y compris dans les milieux ruraux. Donc il n'y a pas les maires ruraux en Angleterre, il n'y a pas l'association des maires ruraux de France, il n'y a pas tout ça. Les collectivités locales anglaises, elles sont fortement dépendantes du gouvernement, notamment parce qu'il tient les cordons de la bourse et qu'il peut conditionner en fait les dotations qu'il leur accorde à l'atteinte des objectifs qu'il fixe, notamment en matière de sobriété foncière. Donc le gouvernement anglais tient les communes, enfin pas les communes, les collectivités locales de cette manière-là. Et peut-être le dernier phénomène qui peut être très important à avoir en tête, c'est à l'échelle micro-locale où va un peu se passer la vie de la production des logements. Ça passe par ce qu'on appelle des planning committees où les habitants ont potentiellement un pouvoir de blocage assez fort en fait. Et donc les autorités en charge de la traduction de l'urbanisme réglementaire sont soumises à des pressions qui viennent à la fois du haut et du bas. Elles ne sont pas dans une situation facile. Et ça me permet de rebondir vers la troisième question sur le consensus entre les politiques publiques et les acteurs privés. En fait, quand je parle des acteurs privés, c'est au sens très large. Il n'y a pas que les promoteurs. Même les ménages anglais, ils restent attachés à leur campagne et leur green belt. Enfin, donc le consensus, il est sociétal et c'est pas juste les promoteurs qui ont un intérêt bien compris à promouvoir ou conserver les politiques de densification foncière. Et je poursuis là-dessus avant de te laisser répondre à la deuxième question sur le Japon. Comme ça, je finis sur l'Angleterre. En fait, quand on parle de promoteurs immobiliers, c'est pas du tout homogène comme catégorie. Il y a des petits promoteurs qui font des petites opérations peu denses. En France, il y avait des opérations de promotion de maisons diffuses. Et puis, il y a les grands promoteurs, notamment les promoteurs nationaux, qui, eux, font des opérations de plusieurs dizaines, voire centaines de logements d'un coup. Et ce qu'on voit dans les débats au FIG autour du ZAN et des promoteurs, c'est que les petits promoteurs sont en train de se faire un peu laminer, mais les gros, en fait, leur modèle, il n'est pas du tout remis en question par le ZAN parce que eux, ils travaillent dans les métropoles, dans les espaces tendus, et eux, tant qu'ils ont accès à du foncier et qu'ils arrivent à répercuter les coûts du foncier plus les coûts de la construction pour vendre des logements à des ménages qui ont les moyens de se les payer, en fait, ça roule. Donc de ce point de vue-là, c'est pas le ZAN qui les met en difficulté, c'est plutôt la baisse de solvabilité des ménages à cause de la hausse des taux ou des questions de coût de la construction. Mais l'accès au foncier a un autre rôle dans ce jeu-là. Et alors pour la deuxième question sur le Japon, il y a 3 éléments de réponse certainement. Premier élément, c'est que il y a effectivement des dynamiques d'abandon sélectif d'espace qui sont assumées par le service public ou l'État ou les collectivités territoriales. Et ça peut être par exemple des fermetures de gares, qui sont là des choix volontaires, et puis ce sont des entreprises publiques. Donc, ça peut être la recomposition des services des postes, par exemple. Ce sont des choses que l'on connaît déjà en France, mais qui ne sont pas présentées comme on va vous abandonner, au revoir, mais qui sont au regard des conditions de rentabilité, on a réorganisé le réseau et malheureusement, on fait partie de la gare qui saute, quoi. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Deuxième élément, c'est que lorsque vous êtes sur un pays dont la croissance économique est quasiment nulle, ça veut dire que en gros, ça se fait à stock économique constant, si on peut dire, en simplifiant beaucoup. Si vous fléchez des investissements dans un territoire, mécaniquement, ça veut dire que cette politique publique-là, qui flèche des investissements sur un territoire, elle va conduire à priver d'autres territoires d'investissement. Donc, ce n'est pas une politique qui va dire on va prendre ces investissements-là, on va les mettre là, mais c'est une politique qui va dire regardez, ici, on vous met un gros signal pour l'accumulation d'investissements en termes d'infrastructures, d'emplois, etc., de population, logement, etc. Mécaniquement, à stock constant d'investissement dans un pays où il n'y a pas de croissance, ça veut dire que ça va manquer là. Bon. Et puis, troisième élément de réponse, ce sont des éléments de concurrence.
Ça veut dire que si vous avez des pôles de croissance extrêmement forts dans un pays qui finalement ne connaît pas mécaniquement les jeux de marché, etc., vont faire que ça va surdéprimer en fait les espaces qui sont de fait les grands perdants de la politique en point chaud et en point froid et qui vont se retrouver surdéprimés. On va prendre des questions à gauche ici. Oui, bonjour, merci. Ma question porte sur l'urbanisme commercial. Est-ce qu'il y a une spécificité en France sur l'aménagement commercial, et notamment toutes les zones un peu commerciales en périphérie qui peuvent amener l'étalement urbain? Et est-ce que du coup les différentes politiques qui aujourd'hui visent à faire revenir les commerces en centre-ville sont une des réponses sur la sobriété foncière? Enfin, est-ce que c'est une bonne piste de travail? Merci. Il y avait une question aussi juste derrière vous, la dame qui voilà. Ah, non, là. Ah bon. Ah ben on a récupéré un micro. Une petite question par rapport à ce mythe de manque d'espace. Qui en est à l'origine? Est-ce que ce sont les acteurs publics qui ont impulsé cette idée ou des acteurs privés? D'où ça vient? Est-ce qu'il y a une troisième question? Oui, bon. On reste sur la gauche. Oui, merci. Et puis on prendra les questions à droite après s'il reste un peu de temps. J'avais une question concernant en fait l'implication des usagers locaux dans les politiques de sobriété foncière. Je sais là je vais quitter le cadre de vos propos, mais par exemple en Allemagne, il y a des situations qui sont très contrastées du fait de la politique fédérale, de la situation fédérale du pays. Mais par exemple dans le Baden-Württemberg, je sais que il y a un plan qui devrait être, disons que la sobriété va être incluse dans le plan de développement du land, et ce plan devrait être révisé par 400 citoyens, je crois, tirés au sort. Est-ce qu'on a des exemples comme ça aussi en Angleterre ou au Japon? Alors, je réponds aux 3 questions, je te laisse répondre aux 3 questions après. Donc, sur l'urbanisme commercial, je ne suis pas un spécialiste de géographie du commerce. Néanmoins, ce que je peux vous dire, 2 éléments de réponse. Premier élément, en termes de chronologie, donc on avait effectivement des commerces de proximité qui, avec l'étalement urbain, se sont retrouvés concurrencés par des grands centres commerciaux en périphérie, qui sont en gros des centres commerciaux adossés à du pétrole. Lorsqu'on est sur une dynamique de sobriété foncière où on est sur en fait de l'urbanisme post-pétrole, cet urbanisme-là commence à rentrer en crise, d'autant plus que on s'ajoute un élément, c'est le commerce en ligne, qui fait que sont impactés de toute façon tout type de commerce, on va dire, où les consommateurs se déplacent physiquement. Ça veut dire que ce qui est en train de se passer très probablement, c'est qu'une grande partie du commerce périphérique est en train de se faire remplacer par des immenses entrepôts qui sont en fait des zones de stockage pour du commerce en ligne, et donc du coup remplace le mouvement des individus, des corps, par le mouvement des marchandises. Et tout l'enjeu est de savoir comment est-ce qu'on répond au dernier kilomètre et ensuite au dernier mètre. Et dans un urbanisme verticalisé qui correspond à un urbanisme plus dense, lié, ZAN compatible, c'est aussi le dernier mètre vertical qui pose problème. Donc du coup avec des exosquelettes, etc. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais c'est le premier élément de réponse que je pourrais vous dire. Le deuxième élément de réponse, c'est que dans une politique de sobriété foncière en perspective ZAN, le foncier des zones commerciales périurbaines va devenir une mine d'or. Et ce foncier, il est aux mains non pas forcément des grands distributeurs, mais aux mains des foncières qui louent les locaux et les superficies aux grands distributeurs. Et est en train de se mettre en place toute une réflexion que pour l'instant le grand public ne voit pas, parce que le ZAN reste un peu invisible, mais qui excite déjà les réflexions des cabinets d'études sur les nouveaux business models, de transformer cette poule en œuf d'or, cette poule aux œufs d'or, en manne financière dans le cadre de la sobriété foncière en perspective ZAN. Et lorsqu'il va falloir mettre en place le ZAN, c'est-à-dire le zéro artificialisation net, lorsqu'il va falloir désartificialiser autant qu'on artificialise, toutes ces zones de parking immenses qui sont déjà artificialisées vont devenir des immenses zones de redéveloppement pour répondre à des besoins, en particulier de réindustrialisation, par exemple, ce genre de choses, ou l'extension des zones de stockage dans le cadre de l'e-commerce. Sur le mythe du manque de place, c'est très compliqué. Je dirais spontanément qu'il y a quand même des logiques
capitalistique assez intéressante derrière l'invention du mythe du manque d'espace. Parce que jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, le Japon s'était présenté comme un pays qui avait beaucoup de ressources naturelles, et en particulier beaucoup d'eau, ce qui est vrai, ce qui est un point très positif. Et puis, après la Seconde Guerre mondiale, s'est mis en place toute une rhétorique sur un pays sans ressources, un développement miraculeux, qui est en fait, dans le cadre de la guerre froide, la façon d'accentuer la capacité d'un pays qui a adopté le modèle capitalistique à se reconstruire à partir de rien. Bon, donc on a eu comme ça des discours très mythologisants du Japon, et je pense que le mythe du manque de place non seulement fait partie de ces discours mythologisants, mais en plus sont une aubaine pour les propriétaires fonciers qui ont besoin de ce discours-là pour tirer un peu les prix à la hausse, en particulier dans les espaces urbanisés. Voilà. Et je rebondis d'abord sur la question sur l'urbanisme commercial parce qu'elle me semble tout à fait pertinente, sans répéter ce que Raphaël a dit qui est tout à fait vrai. Il y a ces espaces commerciaux périphériques qui ont été rattrapés par l'urbanisation et la périurbanisation, qui sont effectivement des gisements fonciers dans lesquels vous avez déjà des travaux encadrés par le ministère de la Transition écologique, cohésion des territoires sur les entrées de ville. En fait, c'est un peu un nouvel objet urbanistique qui est en cours de travail, hein, en réponse notamment à un discours sur la France moche. Donc voilà, désamocher la France, en fait, c'est aussi travailler sur ces entrées de ville. Donc ça, c'est vrai, et ça marche surtout pour en fait les contextes périmétropolitains, c'est-à-dire la périphérie des métropoles où les dynamiques d'urbanisation sont assez fortes. Et il y a un autre lien entre urbanisme commercial, sobriété foncière et revitalisation. C'est plutôt dans les espaces en déclin. Vous avez en fait tous les programmes nationaux à destination des villes moyennes ou des petites villes, donc nommément Action Cœur de Ville qui s'est lancé en 2018, Petite Ville de demain en 2020, dont un des objets est vraiment d'accompagner un retour du commerce dans les centres-villes, mais ce n'est pas forcément des effets de masse parce qu'en fait, le commerce périphérique, il reste là où il est. Et globalement, les transferts, ils sont plutôt au profit de l'e-commerce. Mais c'est beaucoup plus symbolique, en fait. C'est pour lutter contre le symptôme des vitrines vides et des rideaux de fer devant les boutiques, parce que en fait, ça dégrade l'image des centres, des centralités, et qu'en fait, il y a des stratégies de revitalisation qui sont fondées sur une attractivité, et notamment une attractivité commerciale, c'est-à-dire ça passe par avoir de nouveau une bonne image du centre-ville. Bon, ça a des effets mitigés. Enfin, c'est pas évident de transformer comme ça l'image d'un centre, mais je pense que c'est essentiel pour la question de la sobriété foncière dans les espaces plutôt en déclin. Et à la troisième question je reformule à ma manière pour me permettre de répondre aussi, parce que si je dois répondre à la question telle que vous l'avez formulée, je n'ai pas de réponse, mais ça me fait penser au rôle des citoyens pour promouvoir des nouveaux modèles d'aménagement. Donc, l'aménagement du territoire, peut-être que c'est un peu vaste. Enfin, ça demande comme une vision systémique. C'est pas évident de consolider des discours stables dessus. Mais il y a des objets plus simples comme le logement qui font l'objet de beaucoup de manifestations citoyennes. Et l'Angleterre, c'est un cas assez exemplaire de ce point de vue-là, notamment avec le modèle des Community Land Trusts, dont vous avez sans doute entendu parler. Donc, c'est des fiducies foncières communautaires, si je traduis littéralement. C'est des dispositifs qui permettent d'acheter le foncier en commun et d'avoir une forme de propriété partagée sur le bâti. Donc, c'est ce qui a été réimporté en France ensuite avec les organismes fonciers solidaires et les BRS. Bon, nous en France, les OFS, BRS, donc organismes fonciers solidaires et bail réel solidaire, c'est porté par la puissance publique et par l'État, hein, qui a accompagné ça avec le mouvement des HLM. En Angleterre, c'est associatif, en fait. C'était des communautés militantes qui ont été à l'avant-garde de ces choses-là. Donc peut-être qu'effectivement, ça donne à voir comment des citoyens peuvent se mobiliser pour promouvoir des nouveaux modèles qui vont s'inscrire ensuite dans un changement plus systémique. Et voilà comment je peux répondre à cette question. Moi, j'ai aucune réponse à apporter. Je ne connais pas la locale du tout. Alors, on a des questions à côté droit, je crois. Juste, comment on a vu, nous, le problème de l'artificialisation des sols dans la vallée de la Bruche, qui n'est pas très loin d'ici, hein. C'est
en fait aussi sur le service d'assainissement, d'alimentation électrique des zones dispersées qui posent des problèmes quoi, hein, pour les communes et les collectivités. Et les gares aussi, qui sont quand même dans le bas de la vallée, pas dispersées dans les hauteurs. Hein. Et au centre des villages, les maisons qui sont abandonnées. Donc, une des problématiques aussi, c'est de créer dans ces maisons des centres de village des capacités aussi, des nouvelles organisations des maisons pour les personnes âgées, par exemple, hein, qu'elles aient un confort qu'elles n'avaient plus dans les grosses maisons où elles utilisaient juste 2-3 pièces. Mais c'est beaucoup sur la notion d'assainissement, de connexion de tous les maisons par les services qui sont demandés d'assainissement, d'électricité, etc. Alors peut-être que c'était la dernière question parce qu'on n'aura pas le temps de répondre sinon. Alors, moi, j'aurais peut-être 3 éléments de réponse à apporter, un peu rapidement. Premier élément, mais ça a été mentionné déjà par quelqu'un d'autre dans le public tout à l'heure, c'était le jeune homme là-bas, c'est que 20% de l'artificialisation se produit dans des territoires qui perdent des habitants. Parce que la demande en logement ne correspond pas à l'offre disponible. Et ça, la sobriété foncière en perspective ZAN, elle va chercher, un peu en forçant peut-être, à rendre de nouveau en phase la demande avec l'offre disponible. Surtout que lorsqu'on ne pourra plus artificialiser, il faudra bien faire avec l'existant. Et là, le stock de logements disponibles non occupés va devoir être remobilisé d'une façon ou d'une autre. La deuxième chose, c'est que cette sobriété foncière, elle vise à rendre l'aménagement effectivement plus économe. Alors, la question se pose, et on avait eu déjà des discussions sur mais qu'est-ce qui coûte le plus cher? Est-ce que c'est une ville dense et verticalisée ou est-ce que c'est une ville étalée avec tous ces réseaux qu'il faut ensuite aller connecter, les petits écarts à aller chercher, raccorder à l'assainissement, à l'électricité, etc. Il faut quand même effectivement des modèles économiques un peu robustes et puis mettre le delta temps dans le schéma de calcul. Et finalement, il n'y a jamais eu véritablement d'études réellement convaincante sur qu'est-ce qui est le plus économe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la sobriété foncière, elle va essayer d'économiser sur l'émiettement des réseaux liés à l'émiettement du logement et de l'artificialisation. Et puis, troisième élément, peut-être qu'on n'a pas encore beaucoup dit, je pense, y compris entre nous dans le programme de recherche, mais j'aimerais bien qu'on en discute quelque part, c'est que pour moi, la sobriété foncière, c'est un sous-produit des politiques énergétiques. Parce que l'aménagement en étalement, c'est un aménagement pétrolier. Donc ça veut dire que c'est alimenté par un paradigme énergétique qui est adossé à du pétrole. Bon. L'aménagement en densification, ce n'est plus un aménagement qui est lié au pétrole, c'est un aménagement qui valorise la transition énergétique électrique. Et en France, la transition énergétique électrique, c'est le nucléaire. Donc ça veut dire, en gros, donc pour moi, cette sobriété foncière, si on la pense comme un sous-produit des politiques énergétiques, c'est le passage d'un aménagement pétrolier à un aménagement nucléaire. Moi, je propose qu'on s'arrête là-dessus. Hein. Ça m'a l'air tout à fait convaincant comme